Le massif du Volkberg en Afrique du Sud est l'écrin naturel d'incroyables enclaves de beauté et de diversité. Un monde perdu, voilé de brumes argentées. Le royaume somptueux de la reine de la pluie. Des forêts vierges grouillant de vie. Des plantes préhistoriques géantes, témoins du temps où les dinosaures régnaient sur notre planète. Découvrez l'ultime bastion montagneux de la forêt primaire africaine. Les imposantes montagnes du Drakensberg. 400 km de cimes escarpées, longeant la côte orientale de l'Afrique du Sud. Elle sépare le centre du pays, très aride, de l'air humide de l'océan Indien. Aux confins septentrionaux de cette cordillère montagneuse se trouve le massif du Volkberg, ce qui signifie la montagne nuageuse en afrikaans. Elle a été baptisée ainsi car elle est souvent nimbée de brouillard. Un paysage montagneux varié, alternant les versants couverts de prairies verdoyantes et les profonds ravins forestiers, une des forêts les plus rares du monde. À travers ce paysage, 3 espèces de primates ont su évoluer et s'adapter aux difficultés et aux richesses de ce jardin dans les nuages. C'est l'été dans le Volkberg et ces vervets sont à la recherche d'un petit déjeuner. Les vervets vivent un peu partout en Afrique du Sud. Mais ils quittent rarement la cime des arbres où ils se sentent en sécurité. Ils vivent en groupe dans des clans familiaux comptant parfois jusqu'à 70 membres. Mâles et femelles cohabitent dans une stricte hiérarchie que l'on fait souvent respecter par la force. Aujourd'hui pourtant, l'agressivité n'est pas de mise. En effet, nous sommes au mois de décembre, c'est l'été, et les fruits favoris des vervets se trouvent en abondance dans les arbres. Notre petite troupe s'apprête à traverser son territoire. Les singes sont en route pour l'extraordinaire forêt de cicadales de Modjadji, qui se trouve également dans ce massif montagneux. Il s'agit de la plus grande réserve de cicadales d'une même espèce de la planète. Les cicadales sont des plantes préhistoriques qui existaient déjà au temps des dinosaures. Pendant le Jurassique, il y a près de 180 millions d'années, les cicadales comptaient parmi les plantes les plus courantes. Si l'histoire de cette forêt est ancienne, il faut savoir que chaque arbre pousse très lentement et a une durée de vie très longue. Certains d'entre eux ont plus de 1000 ans. Cette forêt originelle, qui pousse ici depuis plusieurs millénaires, est aujourd'hui menacée par l'invasion d'arbres exotiques.
En effet, la forêt est cernée par des plantations d'arbres. Durant l'été, lorsque la forêt de Cicadale regorge de fruits, les vervets viennent quotidiennement en visite pour se régaler de ces cônes géants. Mais les vervets ne sont pas les seuls singes à venir récolter les fruits des forêts enchantées de cette chaîne montagneuse. Les cercopithèques sont les proches cousins des vervets, mais sont encore plus dépendants de ces forêts. Ils constituent l'unique espèce exclusivement arboricole de la région. Une fourrure épaisse les protège du froid et leurs sourcils blancs si caractéristiques abritent leurs yeux de la pluie. Leur très longue queue leur permet de trouver l'équilibre. Pour ces singes qui vivent à 20 mètres au-dessus du sol, dans un écosystème menacé, chaque jour qui passe est un numéro d'équilibriste. L'été dans le Volkberg, la nourriture est abondante. Mais la pluie également. Les nuages qui nimbrent ces montagnes naissent à 500 km de là, en direction de l'est. Les vents d'est en provenance des eaux chaudes de l'océan Indien balaient la côte. Cette air humide qui se dirige vers la terre ferme est arrêtée par le Volkberg. En prenant de l'altitude, cet air se refroidit, puis se condense pour former les nuages qui ensuite donneront de la pluie. Contemplez le royaume de la reine de la pluie. Les tribus de la région pensent que leur monarque a le pouvoir de contrôler la pluie. Ici, la pluie et ses pouvoirs sont vénérés. Pendant tout l'été, les plaines à flanc de montagne sont copieusement arrosées, ce qui crée les conditions idéales pour permettre à l'herbe de pousser. Plus d'une cinquantaine d'espèces animales vivent dans ces prairies et se sont adaptées à ces sols très irrigués mais pauvres en nutriments. La terre n'est pas assez riche, si bien que les arbres et les buissons peinent à survivre dans ces zones pentues. Par ailleurs, ils doivent aussi affronter les feux saisonniers. Les forêts ne peuvent donc survivre que dans les ravins humides. L'alternance de forêts et de plaines qui en résulte est vitale pour un bon nombre d'espèces. Les babouins chacmas sont les plus grands singes de la région. Les mâles peuvent atteindre un poids de plus de 50 kg. Comme les vervets, ils vivent en société et au sein de chaque clan règne une organisation très stricte. C'est le mâle dominant qui décide de tout. Il dirige sa troupe et se sert en premier lorsqu'il y a de la nourriture. Il est expérimenté et connaît les meilleurs points de ravitaillement. Les femelles, elles aussi, possèdent une organisation sociale. Elles héritent du même rang que leur mère, alors que pour les mâles, la domination est soumise à des changements constants. Ces babouins fouillent le sous-sol de la prairie en quête de bulbes et de tubercules. Les babouins se sont bien adaptés aux conditions de survie en plaines ouvertes et partagent leur temps entre l'herbe de la prairie et les forêts avoisinantes.
Mais d'autres espèces ont élu domicile dans ces prairies dégagées. Les zones rocailleuses représentent le principal habitat des serpents tels que celui-ci, qui appartient à l'espèce des Bitis atropos. La fraîcheur de la nuit a ralenti son métabolisme. Comme tous les reptiles à sang froid, il doit se réchauffer avant d'être en mesure de se déplacer. Autrement dit, il recharge ses batteries en prenant un bain de soleil. Mais cela n'est pas sans risque, car ses surfaces ensoleillées sont exposées et font de lui une proie facile pour les rapaces prédateurs. Ce serpent appartient à la famille des vipères et possède des crochets creux pour injecter son venin. Et lorsqu'il se sent menacé, il vous le fait savoir. Il émet alors des sifflements et se soulève pour apparaître plus menaçant. Sa tête est triangulaire pour laisser de la place aux glandes à venin situées sous sa mâchoire supérieure. Il chasse en embuscade, attendant qu'une grenouille, un rongeur ou un lézard ait l'imprudence de traverser cette île rocailleuse dans un océan d'herbe. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore assez réchauffé pour chasser. Les formations rocheuses ne sont pas les seules à venir rompre l'uniformité de la prairie. Ici ou là, des ruisseaux et des cours d'eau traversent les versants verdoyants et de nombreuses espèces de plantes et d'animaux endémiques y ont élu domicile. La chaîne du Volkberg constitue un seul et immense réservoir d'eau. La montagne, comme une éponge, absorbe l'eau avant de la libérer lentement en une myriade de ruisseaux qui confluent ensuite en rivières, qui iront se jeter dans l'océan. Une fois formé, le ruisseau se déverse en aval, provoquant l'érosion du sol jusqu'au fond rocheux. Cette abondance en eau porte la vie. Les mousses se plaisent sur les rives humides. Les algues recouvrent les rochers et se nourrissent des nutriments dissous dans l'eau. Les larves de diptères, elles aussi, se cramponnent à la surface lisse des rochers. Les larves de simulis filtrent le plancton contenu dans l'eau. Mais ces existences sont précaires. Plantes et animaux sont soumis aux caprices et aux tourbillons des courants. Des crues peuvent emporter les algues et déloger les invertébrés de leurs rochers. À l'inverse, les périodes de sécheresse prolongée risquent de voir les ruisseaux s'assécher. La bergeronnette à longue queue chasse les insectes le long de la rive. Un couple tel que celui-ci peut occuper un même territoire toute sa vie. Ils défendent leur territoire contre les intrus.
Pour ce faire, il vaut mieux être deux. Et les bergeronnettes qui partagent un territoire trouvent plus de nourriture que celles qui vivent seules. La bergeronnette à longue queue est celle qui possède la plus longue durée de vie, puisque sa longévité peut atteindre 12 ans. Les bergeronnettes à longue queue agitent leur queue sans arrêt. On pense que cela sert à indiquer à leurs prédateurs qu'elles sont sur leur garde, prêtes à réagir au moindre danger. Alors que la rivière s'enfonce lentement mais sûrement dans la forêt, la vie aquatique change. La surface de l'eau est moins ensoleillée, si bien que les algues sur les rochers sont moins nombreuses. Ce sont maintenant les feuilles mortes qui vont alimenter la chaîne alimentaire et non plus les plantes vivantes effectuant leur photosynthèse dans l'eau. Les espèces animales vivant dans cette zone sont différentes. Elles ont évolué pour se nourrir de ces feuilles mortes. Dans les trous d'eau, on trouve des vairons. Cet habitat ombrageux convient aussi parfaitement aux grenouilles. La plupart des espèces de grenouilles se reproduisent en milieu aquatique. Ce mâle de l'espèce Amiesia queketi s'est accroché à sa partenaire pour l'accouplement. Ses pouces épais lui permettent de se maintenir en place, malgré la viscosité de la peau de sa compagne. On peut dire qu'il s'accroche. Lorsque l'heure viendra, la femelle pondra des centaines d'œufs. Cela lui demandera un énorme effort et beaucoup d'énergie, ce qui explique que les femelles grenouilles soient plus grandes que les mâles. Son compagnon sur le dos, la femelle part à la recherche d'un lieu sûr pour pondre ses œufs. Dans la rivière, les prédateurs sont nombreux et risquent de dévorer ses œufs ou les têtards qui naîtront. Elle cherche donc un petit point d'eau, à l'écart des dangers. Le mâle n'a pas son mot à dire, mais il ne lâche pas prise. Sa seule mission consistera à fertiliser les œufs une fois qu'ils seront pondus. Mais il doit veiller à ne pas se laisser déloger par d'autres mâles jaloux. Un mâle célibataire tente de s'interposer par la force. Il persiste et tente par tous les moyens de séparer le couple si soudé. Mais la femelle est satisfaite du partenaire qu'elle s'est choisi et éloigne le courtisan insistant. Et conduit, il part en quête d'une femelle plus accommodante. Les ruisseaux se regroupent pour former des rivières toujours plus larges. L'eau accumule de l'énergie, creusant le paysage alors qu'elle s'écoule en aval. Lorsque les formations rocheuses résistent à l'érosion de l'eau, on voit apparaître des chutes d'eau.
Un serpent natal vert chasse sur les bords du cours d'eau. Il ressemble à s'y méprendre au mamba vert, un serpent mortel, mais il est inoffensif. Ce reptile diurne chasse les grenouilles en eau peu profonde. Les serpents sont d'excellents nageurs, mais les courants dans ce torrent de montagne sont puissants. S'il a mal calculé leur force, ils risquent d'être emportés. Les rochers sont humides et glissants, et ils luttent pour ne pas tomber. Il a réussi. Les cours d'eau qui lézardent le paysage constituent l'énergie vitale de ces forêts primaires. Traverser les forêts de la montagne africaine revient à faire un voyage dans le temps. De nombreux arbres préhistoriques ont besoin d'eau en abondance. Et dans le Volkberg, en plus de la pluie, il y a aussi la brume qui vient hydrater la végétation. Partout, des gouttes de rosée recouvrent le paysage. Grâce à cette abondance en eau, les arbres deviennent géants. Ces forêts se nourrissent d'eau et de lumière. Mais ici, la compétition est rude et chaque arbre doit lutter pour s'élever au-dessus de ses voisins pour voir le soleil. Les feuilles, telles des panneaux solaires, capturent l'énergie de la lumière pour la convertir en nutriments qui permettront aux végétaux de pousser et de nourrir tous les habitants de la forêt. Sous la canopée, la forêt est sombre, humide et ombragée. Une épaisse couche de fougères survit dans la pénombre. La forêt n'est pas uniforme. Elle est composée d'une mosaïque végétale. De jeunes arbres luttent pour s'enraciner dans la forêt sombre. Parfois, il s'agit simplement d'être au bon endroit, au bon moment. Car même le plus fort des arbres finira par tomber un jour, créant ainsi une ouverture permettant à la lumière d'atteindre les recoins inférieurs de la forêt. Et pour ces arbres ambitieux, c'est une chance unique de se faire une place au soleil.
Les oiseaux et d'autres créatures apprécient le mélange d'ombre et de lumière offert par ces ouvertures. Un petit caméléon du Volkberg se dort au soleil. Les rayons du soleil attirent également les insectes. Les caméléons restent prudents quand ils sont à découvert, conscients qu'à tout moment, un rapace peut attaquer. Contrairement à ce qu'on imagine couramment, les caméléons ne changent pas de couleur pour s'adapter à leur environnement, mais surtout pour communiquer entre eux. Leur principale méthode de camouflage est leur démarche caractéristique, qui imite une branche ou une feuille agitée par le vent pour éviter de se faire remarquer par leurs prédateurs comme par leur proie. Les caméléons ne peuvent pas boire dans un point d'eau. Ils ne peuvent s'hydrater qu'avec les gouttelettes de rosée sur les feuilles ou les branches. Comme tous les reptiles, les caméléons sont des animaux à sang froid et ont besoin du soleil pour se réchauffer et activer leur métabolisme. Dans ces forêts, les rayons du soleil sont si précieux que certains végétaux sont prêts à tout pour trouver assez de lumière pour pousser. La plupart des arbres, pour atteindre la lumière, s'appuient sur des troncs solides. Mais certaines espèces contournent le système. Ainsi, le figuier étrangleur parasite les autres arbres et les utilise comme de véritables échafaudages pour élever leurs feuilles. Une fois que l'arbre support ne lui est plus utile, il l'étouffe, se débarrassant ainsi d'un concurrent gênant. Le treillis formé par l'étrangleur récupère les feuilles mortes et les écoulements d'eau, créant un véritable écosystème. Des plantes épiphytes poussent dans les replis du figuier étrangleur. Contrairement à lui, elles ne causent aucun dommage à leur hôte et restent à sa surface, s'appuyant sur les fissures et crevasses de son écorce pour s'élever vers le soleil. Une autre plante opportuniste pousse dans cette forêt. Les lianes ont des racines terrestres, mais utilisent d'autres arbres pour rejoindre les sommets de la canopée plutôt que de se constituer un tronc solide. Les arbres qu'elles choisissent grandissent moins vite et se reproduisent moins bien. Les lianes fonctionnent comme des autoroutes forestières qui permettent à un bon nombre d'espèces de traverser l'espace qui sépare deux arbres. Si cela confère un avantage à ces animaux, c'est encore au détriment des arbres, puisque ce sont les lianes qui permettent à des parasites et à des herbivores d'atteindre la canopée. Les arbres que les lianes épargnent bénéficient d'un avantage énorme. Pour le petit caméléon de Volkberg, les ruisseaux et les rivières constituent des barrières infranchissables. Sauf si l'autoroute de lianes vient à sa rescousse. Cette liane épineuse relie les carrés forestiers entre eux en permettant aux petits animaux de traverser les cours d'eau. Le petit caméléon du Volkberg ne vit que dans la région dont il porte le nom. Il existe 17 espèces de petits caméléons en Afrique du Sud. Il est passé sur l'autre rive grâce au pont de lianes. La forêt montagneuse africaine
abrite de nombreuses espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Malheureusement, les alentours, dont la géographie est idéale pour la forêt, ont vu s'installer de nombreuses plantations d'arbres exotiques qui viennent détruire les végétations vierges. Les vallées du Volkberg constituent un des ultimes refuges de la forêt montagneuse africaine, parfois appelée afromontagne. Seulement 1,5% du territoire sud-africain convient à la forêt vierge africaine. Vous en voyez ici les derniers fragments. Le réchauffement continental qui a fait suite à l'âge de glace a provoqué un recul spectaculaire de la forêt. Plus récemment, la progression de l'agriculture et des exploitations forestières a fini de la décimer. Elle est cernée par des plantations d'eucalyptus australiens et de pins européens et américains, autant d'espèces exotiques en Afrique. Ces plantations sont uniformes et biologiquement stériles. Elles couvrent d'importantes surfaces, mais comptent relativement peu d'espèces animales ou végétales originaires d'Afrique, alors que les forêts originelles sont des écotopes d'une incroyable richesse biologique. Dans les plantations, des arbres surplombent la canopée. Cet eucalyptus a 105 ans et mesure 81 mètres. C'est sans doute l'arbre planté le plus haut du monde. La réserve forestière de Woodbush Forest, située au nord du Volkberg, est la deuxième plus grande zone de forêt vierge d'Afrique du Sud. Grâce aux pluies et à l'humidité de la brume, c'est l'habitat idéal pour de nombreux oiseaux, dont le très rare perroquet robuste. Ils cherchent les bois jaunes, un arbre poussant dans cette forêt, et dont les fruits coniques constituent pour eux une source cruciale de nourriture. En effet, ils contiennent une substance vitale très importante pour ces perroquets. S'ils n'en trouvent pas en quantité suffisante, ils tombent rapidement malades et finissent par mourir. Les cercopithèques aussi apprécient les fruits des bois jaunes, mais ils sont moins exclusifs. Ils peuvent aussi se nourrir de fruits, de graines, de fleurs ou même de champignons. Les feuilles et les insectes figurent aussi au menu et constituent des apports en protéines. Les cercopithèques vivent en clans de 14 à 30 individus, dont un seul adulte mâle et de nombreuses femelles et jeunes singes. Les mâles quittent leur groupe lorsqu'ils sont âgés de 6 ans environ, soit pour former leur propre famille, soit pour rejoindre un groupe de mâles célibataires. Dans la forêt vierge, des chênes venus de l'hémisphère nord se sont enracinés. Les cercopithèques, des gourmands très adaptables, s'y sont habitués. À l'autre bout de la forêt, d'autres gourmands récoltent eux aussi les fruits de saison. Durant l'été, les cicadales de Modjadji sont couverts de cônes. C'est un festin immanquable.
Pendant 3 mois, la nourriture ne manque pas. Et les singes viennent se régaler chaque jour. Les cicadales sont impropres à la consommation humaine. Ils peuvent même être toxiques. Mais pour les vervets, ce féculent est inoffensif et nutritif. Ils ne sont pas les seuls à ripailler en forêt. L'aigle couronné survole son territoire à la recherche de mammifères de petite taille. C'est le plus puissant des rapaces africains. Capable de capturer une proie atteignant les 35 kilos, il peut littéralement cueillir les singes dans les arbres. Pourtant, ce formidable chasseur n'arrive pas à la cheville d'un prédateur bien plus discret. En effet, l'espèce la plus meurtrière en ces forêts majestueuses n'est autre que l'araignée. Cela paraît incroyable, mais le poids des papillons dévorés par les araignées en 1 an dépasse celui des singes capturés par les aigles couronnés. En effet, face aux géants de la forêt, il est aisé d'oublier les espèces plus petites. Les guêpes maçonnes collectent de la terre pour construire leurs ruches. Dans la nature, les plus petites créatures ont parfois un impact majeur. Les araignées existent depuis 100 millions d'années. Elles ont eu le temps de parfaire leur technique de capture. La plupart d'entre elles tissent des fils de soie. Ces fils sont constitués de protéines et tissés par ce qu'on appelle les filières. La soie des araignées est une des matières les plus résistantes de la Terre, ramenée à son poids. On classifie les araignées en fonction de la forme de leur toile. Il y a la toile en nappe, en dôme, en collerette ou en tube, et la plus grande de toutes, la toile orbiculaire, tissée par les araignées Nephila. Les toiles d'araignées sont des pièges mortels pour les insectes volants. Une fois qu'ils sont prisonniers, il n'y a plus d'espoir. Certaines araignées sont aussi capables d'injecter un venin létal à leur victime pour la paralyser, avant de l'enrouler dans la soie afin de la consommer plus tard. Intéressons-nous maintenant à une ancienne habitante de cette forêt, enracinée ici depuis des milliers d'années. Il s'agit de la cicadale géante de Modjadji. Elle peut atteindre 13 mètres de hauteur, ce qui en fait le plus grand spécimen de cette espèce. Elles ont une allure préhistorique et leurs fruits ressemblent à un ananas gigantesque. Pour certains, ils ressemblent aussi à une pomme de pin. Une grande pomme de pin, puisqu'un cône peut atteindre 34 kg, soit le poids d'un grand singe. Il y a des cônes mâles et des cônes femelles. En général, les plantes sont pollinisées par le vent, car ces espèces végétales, appelées gymnospermes,
sont apparus avant la pollinisation par les fleurs. Avec l'évolution, les fleurs ont permis aux plantes d'attirer les pollinisateurs, tels que les insectes ou les oiseaux. Les cicadales n'ont pas de fleurs de couleur vive. Nombre d'entre elles sont pourtant pollinisées par des insectes. L'étude des cicadales pousse certains chercheurs à penser que la pollinisation animale pourrait être antérieure à l'apparition de fleurs. Depuis des générations, le peuple de l'Obédou pense que la reine de la pluie protège la forêt vierge. À part à Modjadji, les cicadales sont une des espèces végétales les plus menacées au monde, mises en danger par la destruction de leur habitat et le commerce de plantes exotiques. La générosité des forêts de Modjadji simplifie la vie des familles de vervets qui trouvent plus facilement de la nourriture. Ils ont ainsi plus de temps pour l'essentiel, comme nourrir les petits. Les femelles vervets passent toute leur vie au sein de leur clan. Mais les mâles, une fois qu'ils ont atteint l'âge adulte, migrent dans d'autres clans pour enrichir le capital génétique. L'épouillage est un moyen d'assurer la cohésion du groupe. Les femelles de haut rang sont souvent épouillées par des femelles de rang inférieur pour obtenir leur faveur. L'épouillage est plus rare entre mâles, et certains ne s'y prêtent absolument jamais. La dominance du mâle dépend de ses parties génitales de couleur bleue et de leur taille. Mais quand la nourriture est si abondante, ils sont plus occupés à se nourrir qu'à se jauger. Pour les jeunes, la vie n'est pas toujours facile. Ils ne savent pas encore comment tirer profit de ces magnifiques cônes. Mais la persévérance est toujours récompensée. Les cicadales de Modjadji ne donnent des fruits qu'une seule fois par an, mais permettent à ces singes de résister alors que leur habitat naturel ne cesse de se réduire. Depuis toujours, les espèces animales et végétales des montagnes dans les nuages d'Afrique du Sud fascinent. Ce paysage a été défini par son climat si particulier. Un territoire menacé de toutes parts par des envahisseurs. Mais des fragments de forêt primaire résistent envers et contre tout. Elles abritent une extraordinaire diversité de faune et de flore.
Ces massifs montagneux constituent un sanctuaire représentant la variété de notre présent, mais offrent également une merveilleuse vitrine sur notre passé.